Cette saison 2 est une merde! Mais parlons de saison 1 pour commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Putain, je suis en sueur tellement j'ai crié fort en fait. Bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Star Trek Picard. La nouvelle série Star Trek qui a commencé l'année dernière, je crois, ou un petit peu l'année d'avant, qui se concentre spécifiquement sur le personnage de Jean-Luc Picard, joué par Patrick Stewart, qui reprend donc un de ses rôles les plus iconiques dans cette nouvelle série, et qui donc a proposé 2 saisons. La première saison se concentrait sur une menace romulienne, mettant en scène les êtres synthétiques, et en partie les Borg. C'est un espèce de micmac à chaque saison à peu près. Hein. C'est un gros mélange de pas mal de trucs qui reviennent des anciennes saisons, mais plutôt intelligemment réincrustés dans l'histoire, mis à jour, etc., etc. Pour certains en tout cas. La saison 2, quant à elle, nous propose le scénario habituel des épisodes les plus fauchés de Star Trek, c'est-à-dire on retourne en arrière dans la période actuelle. Alors ils sont pas en 2022, ils sont en 2024. Mais ils sont tellement... Enfin, en plus 2024 ressemble tellement pas à 2022 que t'as vraiment l'impression qu'ils sont 30 ans plus tard. Mais c'est cette technique habituelle pour essayer de tourner des épisodes ou là carrément une saison entière de façon beaucoup plus cheap, puisque t'as pas à créer de décors, t'as pas à créer d'effets spéciaux, ils sont à Los Angeles et ils sont en train de marcher dans les rues sans aucun problème. Et cette nouvelle histoire donc de la saison 2 met en scène Q et la Reine Borg, notamment. Je dois vous avouer que je suis... alors déjà c'est pas exactement l'insigne qu'il faudrait, mais il réutilise celui de Voyager dans cette saison-là, parce que Voyager prenait place quelques jours, mois après TNG. Ils reprennent un peu de continuité comme ça. Mais c'est à la fois la grande force et la grande faiblesse de cette série que d'être énormément basé sur une bonne dose de memories. Cela dit, c'est très très loin d'être l'unique problème de la série, mais j'y reviendrai un petit peu après, quand on abordera la saison 2 notamment. C'est une série qui rejoue beaucoup sur ce qu'on a connu avant dans Star Trek, et qui le fait revenir pour essayer de dire des choses nouvelles dessus. Je dois dire que ça s'est un peu mieux passé en saison 1 qu'en saison 2. En saison 2, j'ai beaucoup de reproches à faire par rapport à la continuité. J'en ai à faire aussi en saison 1, mais en fait des reproches par rapport au traitement qu'on a à faire de Star Trek. C'est-à-dire que ça me saoule en fait, mais ça a commencé avec DS9 déjà, je déteste les fans de DS9, c'est pas des vrais fans de Star Trek. Vous aimez le Star Trek qui est fait pour être l'inverse de Star Trek. DS9 c'est une série qui a été créée en disant c'est toujours des mecs sur des vaisseaux qui s'entendent toujours bien, etc. Et qui trouvent toujours des solutions pacifistes, donc on va mettre des gens bloqués sur place, qui se détestent tous et qui trouvent toujours des solutions de guerre. C'est pas Star Trek, c'est l'exact opposé de Star Trek, ça devrait jamais avoir eu le nom de Star Trek. Mais c'est un peu le problème, le petit problème que j'ai eu dans la saison 1, c'était qu'effectivement on a un peu tiré un trait sur le futur optimiste de Star Trek, puisque on nous montre une population qui est encore extrêmement raciste, notamment par rapport aux androïdes, puisqu'il y a tout un problème par rapport aux androïdes, aux Borg, plutôt en saison 2 d'ailleurs, parce qu'en saison 1 on apprend qu'il y a un ancien Borg de Voyager, Icheb, qui a rejoint Starfleet. Ils sont racistes par rapport aux Romuliens, puisque ça prend la suite de l'histoire qui avait été créée du coup dans la timeline originale, qui a donné lieu à la timeline Kelvin, quand il y a eu l'étoile de Romulus qui a explosé, et du coup il a fallu évacuer toute la population, etc., etc. Et quand on démarre la saison 1 de Picard, c'est le truc qui est en train de torturer mentalement Jean-Luc, c'est que il s'en veut de ne pas avoir pu aider les Romuliens à évacuer leur planète et à être accueillis, etc., et donc à pouvoir développer une certaine forme de paix, parce qu'on a aussi eu donc un racisme envers les Romuliens. Il y a toute une interview au début où il est interviewé par une journaliste, et il dit à la journaliste, on aurait pu sauver des vies, et la journaliste lui fait, oui, des vies romuliennes. Et tu fais, ce genre de réplique, ce genre de façon de penser, ça a perduré jusqu'au 24e siècle. Vous vous foutez de la gueule de qui exactement là? C'est incroyable, enfin vraiment, c'est très loin d'être le seul truc qui met à mal du coup le rapport au 24e siècle et la soi-disant utopie qu'on nous avait vendue dans Star Trek. En fait c'est ça, c'est depuis DS9, en fait c'est une soi-disant utopie, c'est-à-dire qu'on nous l'a vendu pendant 10 saisons de l'original et de TNG, et on rajoute celle de Star Trek Voyager, on va dire en plus, comme étant le paradis idéal, et d'un seul coup on débarque et fait non en fait c'était pas vrai, c'était un petit peu hypocrite de le dire comme ça, en fait il y avait encore des problèmes, et tu fais bah du coup tout l'intérêt de Star Trek disparaît en fait. Là, on regarde Star Trek pour voir une population évoluer, pour faire quelque chose de meilleur, etc. Et c'est là du coup quand t'as des racistes qui sont au journal en train de dire ah dis donc on a quand même été des vies romuliennes, c'était pas très intéressant quand même, c'est spécial. Ça te rappelle quand même que genre 100 ans plus tôt, il y a le capitaine Kirk qui allait faire la paix avec les Klingons, qu'il détestait au plus profond de lui-même,
Et il est allé aider les Klingons à se remettre de l'explosion de leur lune, etc. Et donc il a négocié la paix avec nos ennemis les plus anciens. Et là, subitement, avec les Romuliens, d'un seul coup, ça marche plus, quoi. Alors ils sont obligés de trouver tout un tas de complots pour essayer de justifier le truc, mais en fait, en soi, ça marche pas, quoi. Ça devrait pas fonctionner. Vu comment est la population, ça devrait pas fonctionner ensuite au niveau individuel dans Starfleet et peut-être après dans la Fédération. Donc c'est très particulier. Et puis la façon de traiter Jean-Luc en général était quand même pas du tout respectueuse du style de personnage qu'il est, quoi. Il y a toute cette scène où il va donc rendre visite à une amirale de Starfleet pour lui demander je voudrais qu'on me prête un tout petit vaisseau avec un tout petit équipage juste pour aller essayer de régler ce problème dont j'ai entendu parler vite fait dans un coin, etc. Est-ce que vous pourriez m'aider? Et la meuf lui répond Sheer fucking hubris. You think you could just waltz back in here and be entrusted with taking men and women into space? Et il y a deux choses qui vont pas dans cette phrase, c'est qu'elle lui reproche son hubris, parce que c'est Jean-Luc Picard. C'est extraordinaire parce qu'ils essayent de te faire croire que le mec est ultra imbu de sa personne. Et notamment, ils font ça parce qu'ils débarquent dans les quartiers de Starfleet à l'accueil. Et à l'accueil, on lui demande son nom et son prénom parce que le mec le reconnaît pas. Et tu vois qu'il est genre limite vexé, tu vois. Vous me reconnaissez pas, je suis Jean-Luc Picard, etc. Et tu fais, mais bien évidemment qu'il est vexé. Comment est-ce que tu peux ne pas reconnaître Jean-Luc Picard? Le mec, il a plus fait de trucs pour la Fédération et pour Starfleet que n'importe quel capitaine dans l'histoire du truc. Même Kirk avait moins fait, quoi. Et justement, enfin, constamment dans les épisodes de Star Trek, on a vu des gens avec « Oh mon Dieu, vous êtes machin, mais tout le monde connaît votre réputation, tout le monde connaît votre machin. » Même si le mec, c'est genre un scientifique qui bosse sur le truc le plus pété du monde, le truc que personne ne connaît, etc. C'est « Ah, mais vous êtes une référence, évidemment, j'ai vu votre photo, je vous connais, etc. » Et ça faisait partie justement du côté Star Trek, c'est un monde où tout le monde se cultive énormément, et du coup, tu peux avoir des gens qui sont extrêmement lettrés sur des domaines très précis, parce que simplement, tout leur temps peut être mis sur l'étude de différents domaines, etc., etc., quoi. Évidemment, qu'on est censé reconnaître le capitaine Picard quand il débarque, on a au moins... Le mec était un cadet de Starfleet, on lui a au moins fait lire des récits de mission du capitaine Picard, on a dû au moins lui montrer une vidéo quelque part où il rencontrait une première espèce, enfin, ce n'est pas possible qu'un cadet n'ait jamais entendu parler de Jean-Luc Picard, donc non, on va pas... c'est pas l'hubris de Jean-Luc Picard, c'est juste, on est censé le reconnaître quand même, putain de merde. Et justement, en disant putain de merde, les injures n'existent pas dans Star Trek. On est censé avoir évolué au-delà de ce genre de choses. Les véritables insultes, c'est-à-dire, on peut toujours s'envoyer des bons mots et puis s'insulter un petit peu et puis des trucs dans ce genre-là, mais les jurons eux-mêmes ont disparu. Fucking, on l'a jamais entendu. Alors bien sûr, parce qu'on va me sortir ça, évidemment, c'était fait par rapport aux chaînes de télé sur lesquelles c'était diffusé, qui autorisaient ou non certaines violences, une certaine violence et certains mots utilisés, etc., etc. Mais c'est totalement cohérent et c'est totalement inscrit dans l'univers de Star Trek, en fait. Un univers où t'arrives à où tout le monde atteint l'illumination absolue, bah, évidemment que tu vas quand même sortir un petit peu les injures et les trucs dans ce genre-là, quoi. Enfin, les sortir de ton vocabulaire, je veux dire, pas les sortir dans une discussion, les sortir de ton vocabulaire. Et ça, c'est par rapport à Starfleet et Jean-Luc, mais il y a d'autres personnages où tu te dis, pareil, j'aime bien ces personnages, enfin, je suis pas forcément opposé à ces personnages, mais c'est très bizarre dans l'univers de Star Trek. On a un personnage qui s'appelle Raffi, qui a été rajouté dans cette nouvelle saison. Alors, c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi. On fait revenir Picard, mais au moins on a créé tout un nouveau casting autour de lui, ce qui est plutôt pas mal. C'était une ancienne collègue de Jean-Luc, et quand Starfleet a fait des conneries par rapport aux Romuliens, par rapport aux synthétiques et tout le bordel, elle a essayé de défendre du coup ces minorités opprimées, et elle s'est fait apparemment virer. Et Jean-Luc la retrouve dans une caravane, on va dire, qui est une caravane futuriste, hein, posée à côté d'un décor de science-fiction extrêmement connu, ce fameux rocher là qui est sur le côté, qui a fait 36 000 épisodes de Star Trek, de Power Rangers, des trucs dans ce genre-là. Et elle vit là en isolation et en disgrâce, et etc., etc. Et tu peux encore être en disgrâce dans le 24e siècle, tu peux encore être tellement sorti de la société que tu dois aller vivre dans un petit truc de 10 mètres carrés au fin fond du désert, sachant, je le rappelle, que dans Star Trek, il n'y a plus d'argent. Il ne manque pas de richesse, quoi. Tout est disponible à foison, etc. Donc c'est... comment est-ce que tu peux te retrouver encore évacué de la vie comme ça? Il y a un peu le même problème, mais pour Jurati dans la saison d'après, donc j'essaierai d'y revenir un petit peu après. Pour finir vite fait sur les personnages, du coup, pour ces nouveaux personnages, on a également Rios, qui est le capitaine du vaisseau, le vaisseau dont Picard arrive à obtenir l'aide. Je trouvais qu'il y avait un truc vachement intéressant en saison 1 par rapport à ces multiples copies, puisqu'en fait, il y a différents hologrammes dans le vaisseau, et chacun a une partie de la personnalité de Rios, et si tu réunis toutes les personnalités, tu réunis un petit peu Rios, etc. Il y avait quelque chose qui était intéressant, qui était bien utilisé dans le scénario, et qui rendait le personnage assez intéressant, assez
marquant, quoi, assez profond. Mais ça a totalement disparu en saison 2, et alors en saison 2, j'ai l'impression qu'ils savaient plus quoi en faire de ce mec-là. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils savaient plus quoi faire d'aucun de leurs personnages en saison 2. On a également Elnor, qui est un jeune Romulien qui se rajoute, une sorte de Legolas, qui se bat constamment avec une épée plutôt qu'avec un flingue, parce que c'est comme ça qu'il a appris à se battre dans son truc, les sœurs de je sais pas trop quoi, enfin bon bref, un truc romulien. Il est pas forcément très intéressant, mais il rajoute un petit côté un peu... c'est le petit jeune, quoi, c'est un peu une sorte de Wesley Crusher, de nouveau Wesley Crusher, qui est parfois un peu surpris par ce qui se passe, etc. Mais c'est vrai qu'il est pas si intéressant que ça dans le scénario finalement. C'est surtout parce qu'il a une relation particulière avec Jean-Luc. Et puis, dernier ajout, on a Seven of Nine. Alors, pour le coup, Voyager et tout le bordel. Mais tu te demandes un petit peu pourquoi, en fait. T'as l'impression qu'en fait, on a fait cette série en se disant, on va récupérer les personnages qui ont la meilleure cote de popularité dans les séries originales, on va les faire revenir sans aucune raison ensemble, et ensuite, on va continuer à faire le truc. Alors, Seven of Nine, c'est en saison 2 aussi qu'elle a pris pas mal de trucs dans la gueule. Et en fait, je trouvais que, même si l'histoire était un petit peu tarabiscotée en saison 1, ça reste très agréable à regarder, notamment parce que les personnages sont plutôt bien écrits. La plupart des épisodes proposent de longues séquences plutôt tranquilles, avec les personnages qui sont juste en train de se parler, posés, en train de montrer leur personnalité, d'évoquer un peu de leur passé, d'évoquer un petit peu de ce qui les a fait réfléchir de telle ou telle façon. Et il y avait un thème qui était intéressant, filé dans cette saison, c'était le fait d'être poursuivi par un traumatisme passé. Chaque personnage a son traumatisme passé qui l'a marqué, et qu'il doit surmonter du coup pour continuer à avancer et résoudre les problèmes qui se déroulent du coup dans cette saison 1. Donc t'as Picard qui essaie de se remettre de la mort de Data, et un petit peu du truc par rapport aux Romuliens également. Ça c'est plus surtout l'affaire de Raffi qui a vraiment sa vie qui a été détruite par cette affaire, et notamment son gros truc inachevé c'est par rapport à son fils dont elle s'est vachement éloignée, dont elle n'a pas pu s'occuper, et donc ça c'est son gros remords qu'elle essaye de gérer. Jurati c'est un peu la même chose, elle elle essaye de gérer sa séparation avec son mec, enfin le docteur Maddox il me semble. Elnor c'est un peu la même chose, mais c'était avoir perdu Jean-Luc lui-même en fait, la disparition de Jean-Luc, qui au départ devait l'aider, et finalement, à cause de tous les problèmes qu'il y avait par rapport à Starfleet, je crois qu'il pouvait même plus aller sur la planète où il y avait les Romuliens, donc du coup il a pas pu revoir Elnor. Je suis pas sûr tout à fait, ça l'a dit de ce truc-là, il aurait quand même peut-être pu rendre visite vite fait à Elnor, mais c'est un peu l'idée du truc, c'est la saison où pour lui dire arrête de rester en retraite dans ton château Picard, t'es pas fait pour la retraite, retourne bosser, etc. Et puis pour Rios, il y a un traumatisme par rapport à son ancien capitaine, et bien évidemment pour Seven of Nine, c'est le traumatisme des Borg qui est réexploré ici. Cela dit, pas forcément de façon extrêmement poussée, mais contrairement à plusieurs personnes, je suis satisfait de la scène où c'est vraiment abordé. Il y a vraiment, spoilons parce qu'après tout il y a la saison 2 qui est sortie déjà maintenant, mais le fait qu'elle accepte de se raccorder au cube Borg pour essayer d'utiliser les drones pour pouvoir se défendre, et que finalement ça ne l'atteigne pas tant que ça, qu'elle arrive à résister au truc, ça montre que justement elle s'est remise de son traumatisme quelque part, elle arrive à l'aborder frontalement, plus que frontalement, elle arrive à presque le revivre sans que ça l'atteigne à nouveau. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était quand même plutôt intéressant là-dedans. Et donc ouais, une série globale sur le fait de réparer ses erreurs passées, c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant, de réparer ses traumatismes passés plutôt que ses erreurs véritablement, parce qu'ils sont pas forcément en tort dans certains le sont, mais certains non. Et donc, globalement, j'étais plutôt satisfait de cette saison. Je trouvais aussi que ce qui était exploré en termes de Star Trek était intéressant. Star Trek, c'est une série qui est compliquée parce que tu regardes même TNG, il y a des trucs qui sont tellement kitsch, tellement farfelus, tellement étranges là-dedans. Il y a un épisode de la série originale où ils croisent Abraham Lincoln en train de flotter simplement tranquille dans l'espace, ou un truc dans ce genre-là, un Abraham Lincoln géant, ou je sais pas trop quoi. Star Trek, ça a toujours été un peu le cul entre deux chaises, entre un truc un peu sérieux et un peu foireux. Et je trouve qu'il y a quand même quelques trucs qui sont plutôt bien respectés ici. Genre, il y a un moment où ils doivent se rendre dans un bar de pirates, et du coup, ils disent, les pirates s'habillent de façon particuliirement flamboyante. Donc, du coup, prenez des costumes flamboyants, et du coup, ils y vont quasi en costume de carnaval. Picard, il a un cache-œil de pirate corsaire avec son tricorne ou je sais pas trop quoi. Et tu dis, ouais, c'est un peu ridicule, mais en même temps, c'est un peu Star Trek aussi, quoi. On sait très bien qu'on a vu ce genre de costume dans Star Trek. Tu prends le pilote de Star Trek, il y a un espèce de procès qui est fait par Q avec toute une foule d'êtres humains du 23e ou 22e siècle, avant qu'on ait atteint vraiment l'illumination. Ça devait être vraiment un peu avant. Et ils ont des costumes ridicules et des machins. Lui, il arrive déguisé en reine de cœur ou je sais pas trop quoi. Il y a toujours eu un côté un peu kitsch, absurde, quoi. Et cette scène-là, ça se trouve une façon assez bien justifiée de l'amener dans l'histoire. Et ce que j'ai trouvé qui faisait vraiment très très Star Trek, c'est
les orchidées de défense de la planète. Je trouve que c'est une image qui est extraordinaire, quoi. On a créé des plantes géantes pour essayer de vous gober. Ça ressemble exactement au style de technologie qu'on a pu croiser dans certains épisodes de la série originale, de TNG, etc., quoi. Limite, après, on a un peu plus abandonné ce genre d'épisode vraiment très farfelu. Mais là, je trouve que c'est une bonne façon de faire revivre, du coup, l'esprit Star Trek et de l'explorer dans tous les domaines, quoi. Le seul défaut, c'est que donc, effectivement, l'univers a quand même pris une sacrée claque dans la gueule, mais grosso modo, j'ai beaucoup plus de choses à apprécier dans cette saison 1 de Star Trek. J'ai revu la saison 1 pour pouvoir faire ce vlog, après avoir vu la saison 2, et après la déception de la saison 2, j'ai quand même vachement apprécié de regarder la saison 1. Et du coup, déjà, rien que ça, tu te dis, bah, ça prouve qu'il y a vraiment un problème avec la saison 2, quoi. Évidemment, au niveau réalisation esthétique, c'est la même compagnie de production qui fait Discovery, donc les mêmes codes visuels, les lens flares, les caméras qui bougent énormément, beaucoup d'effets spéciaux, etc. Enfin, on reprend le style Abrams, du coup, que Abrams a mis sur Star Trek dans ses films à lui. Donc, du coup, j'avais un peu d'espoir, quoi, pour la saison 2 de Star Trek Picard. Je n'ai jamais vu une saison entière, bon, c'est toujours le problème parce que c'est un serial, mais même la première saison de Star Trek Discovery était de meilleure qualité que la saison 2 de Star Trek Picard. La saison 2 de Star Trek Picard, c'est connerie sur connerie sur connerie. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on a pu valider ce script et réaliser un truc pareil, quoi. Déjà, cette saison 2 est poursuivie par certains problèmes liés à la saison 1. Notamment, il essaye beaucoup d'en reprendre certains éléments de la construction. Dans la première saison, Picard était en train, du coup, de repenser à Data. Et tu dis, bah oui, du coup, c'est logique, vu que c'est le dernier traumatisme qu'il ait vécu juste avant, c'est la dernière mission de lui qu'on connaisse, c'était cette mission où Data s'est suicidé pour sauver, du coup, le reste de l'équipage. C'est normal qu'il soit travaillé par ça, qu'il ait des rêves où il pense à Data, etc. Et il dit même à certaines reprises dans la saison, je pense tout le temps à toi, Data, quand il le recroise en hallucination. Et cette saison 2 reprend exactement ce gimmick-là, ce qui veut dire que ça fait 2 saisons où en fait, il pense au problème qu'il va avoir à résoudre dans le truc, parce qu'il est en train de rêver de ce problème-là. Et sinon, ça reviendrait pas vraiment en jeu dans le reste de l'histoire. Dans la saison 1, il y a un truc qui est très très lié à la question synthétique, data et tout le bordel, donc c'est plutôt logique. Mais dans la saison 2, en fait, le reste de l'histoire n'aura rien à voir avec le rêve qu'il est en train de faire au début de cette saison, quoi. Et le rêve qu'il est en train de faire au début de cette saison, c'est que il revit en boucle la mort de sa mère, qui serait morte assez jeune des suites de maltraitance de la part de son père. Elle s'est suicidée parce que son père, le père de Picard, était violent avec elle. Et avec ça, encore une fois, tu tues un peu plus le rêve de Star Trek. Au 24e siècle, il y a toujours de la violence conjugale. Et ça peut toujours rester tu. Parce que il pourrait encore y avoir de la violence conjugale, finalement, peut-être que la plupart de la violence humaine est intrinsèque à l'humain, il pourra pas vraiment s'en débarrasser, quoi. Mais qu'au moins les mentalités évoluent, qu'au moins il y ait des vraies solutions pour aider les femmes qui se font battre à cette époque-là, etc. Tu peux pas, honnêtement, te présenter en disant « Nous sommes l'humanité à son apogée, on a enfin évolué et résolu tous nos problèmes », en ayant encore des problèmes de violence conjugale qui peuvent ne pas être rapportés, ne pas être résolus, etc., quoi. C'est quand même assez particulier. Et alors, spoiler, et je vais spoiler, parce que je pourrais pas aborder les problèmes de cette saison si je les dis pas très clairement. Donc voilà, à partir de maintenant, on va spoiler la saison 2 entièrement. Le problème, c'est qu'en fait, ce souvenir, il est même pas réel. En fait, c'est Picard qui a déformé dans sa tête le souvenir de son père en train de maltraiter sa mère, alors qu'en fait, son père était en train d'essayer d'aider sa mère, qui était dépressive chronique, sans doute un peu bipolaire, sans doute un truc, un vrai problème, un vrai trouble psychologique, qui fait qu'elle était en profonde dépression, qu'elle pouvait pas, que c'était pas par rapport à quelque chose qui arrivait dans sa vie, que c'était juste un problème d'équilibre hormonal, chimique quelconque dans son corps qui fait que elle est dépressive. Et en fait, je sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il a modifié le souvenir comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a modifié le souvenir pour se dire en fait mon père mettait sur la gueule de ma mère. Honnêtement, j'ai vraiment pas compris, quoi. Ça a pas vraiment de sens. Et en vérité, le truc, c'est qu'il se sentait coupable de la mort de sa mère parce que c'est lui qui a ouvert la porte pour la laisser sortir le soir. Et c'est comme ça qu'elle est partie dans la cave et qu'elle est allée se pendre dans la cave. Et tu fais... C'est quand même très space que des trucs comme ça puissent encore exister dans Star Trek. Mais soit... Et surtout, le truc, c'est que j'arrive pas à voir le lien que ça a avec le reste de l'histoire. Puisque donc, le reste de l'histoire de cette saison 2, c'est qu'en fait, c'est Q
qui débarque, qui propulse Jean-Luc d'abord au 23e siècle, ou un truc dans ce genre-là, ou 22e, enfin un truc un peu à mi-chemin entre Starfleet et notre époque à nous. Et il découvre que le monde est parti en dictature complète, et Jean-Luc Picard est le dictateur, et on a réussi à détruire presque tous les Borg, il n'y a plus que la reine Borg, et tout ça est dû à un changement que Q a effectué dans le passé. Du coup, on va retourner encore plus loin dans le passé, et donc c'est là qu'on arrive dans notre époque à nous. Et dans notre époque à nous, en fait, on se rend compte que tout le truc de Q, c'est qu'en fait, il a modifié un événement qui fait que l'arrière-grand-mère de Jean-Luc Picard n'est pas allé dans une mission spatiale et n'a pas ramené un élément particulier qui permet à l'humanité de progresser correctement, et du coup, à cause de ça, on est parti en dictature. Mais le truc, c'est que, du coup, faut aider cette jeune femme, quoi, cette Renée Picard, qui s'appelle Renée Picard, comme le neveu de Jean-Luc qui est mort dans un incendie, et jamais dans la série, il va relever le truc que, dis donc, j'avais un petit neveu qui s'appelait René, ça me fait un petit peu de mal, du coup, d'entendre ce prénom, etc. Jamais. Ils ont donné ce nom à quelqu'un de sa famille, et ils ont jamais appuyé sur ce truc-là. Ça te montre bien quand même qu'ils savent pas écrire le truc. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui fait que ce futur foire? C'est que cette Renée Picard, elle a beaucoup de doutes sur elle-même, et donc, il faut la protéger en la motivant à réaliser sa mission, et puis ensuite la protéger des attaques qu'il va y avoir contre elle, mais ça, c'est pas dû à elle, quoi. Et donc, tu te dis, je prends cette problématique-là, où est le rapport avec faire le deuil du suicide de ma maman? Pour Jean-Luc Picard. Comment est-ce que ma mère était tellement pas bien dans sa tête qu'elle s'est suicidée, se rapporte à cette jeune femme a besoin d'un petit discours de motivation, et donc je vais lui dire faut aller dans l'espace, il y a des trucs bien à découvrir, en avant, engage, comme il dit en version originale. C'est tout ce qu'il a besoin de faire, quoi. Et tu dis, comment est-ce que le plan... C'est un plan de Q, en fait, de montrer tout ce passé-là, tout ce passé débile, c'est un plan de Q pour faire réaliser à Jean-Luc qu'il a besoin d'aller vers les autres, et de s'ouvrir, et de s'émanciper, etc., et de recréer des relations avec les gens qui sont autour de lui, et éventuellement de se créer des relations amoureuses. Et tu fais, comment est-ce que le fait de résoudre ton faux souvenir par rapport à ta mère, et ensuite ta culpabilité par rapport au suicide de ta mère, peut être déclenché par aller aider ton ancêtre à se motiver suffisamment pour aller dans une capsule et aller sur Europe, l'une des lunes de Jupiter. Tu fais... Je vois pas le lien, je vois pas comment les deux se mélangent, je vois pas comment est-ce que l'histoire de René aurait dû pousser naturellement Jean-Luc à se rappeler du truc de sa mère. Et donc, tout ça, c'était un long détour, hein, mais pour revenir au truc de base, la seule et unique raison pour laquelle Jean-Luc peut régler son dilemme tel que le veut Q, c'est parce que depuis le début de la série, il rêve de sa mère. Et c'est ça qui, du coup, lui permet de faire le lien entre ce qui est arrivé à sa mère et puis ce qui arrive à Renée Picard dans le passé, quoi. Et je pense que la cerise sur le gâteau, le truc qui me fait vraiment détester ça, c'est que on fait tout ça pour rien. À aucun moment, le rapport de Jean-Luc avec le souvenir de la mort de sa mère n'influe en quoi que ce soit sur les événements qui sont en train de vivre à côté. Le truc de faire en sorte que la mission Europa se déroule normalement pour que Renée Picard puisse aller dans l'espace et prévenir le futur despotique qu'on essaye d'empêcher, quoi. Rien dans l'histoire n'est fait pour évoquer la maman disparue de Jean-Luc, mais rien dans l'histoire de la maman de Jean-Luc ne l'aide ensuite à gérer le reste des événements. Il n'y a aucune décision qui soit prise dans le reste de l'histoire qui soit liée à ce qu'il a appris sur lui-même ou à ce qu'il a appris avec sa mère. Jamais, à aucun moment. Donc c'est vraiment, on a créé tout ce bordel, et c'est carrément un récit, c'est quasiment un récit parallèle, en fait. Ça se déroule à côté de l'histoire. Pendant que Raffi et Seven of Nine et Rios sont en train de courir après Jurati et la Reine Borg, et en train d'essayer d'empêcher Q, d'empêcher René d'accéder à sa mission, etc. Pendant que tout ça se déroule, à côté, t'as Jean-Luc qui est tranquillement en train de revivre son rêve 36 fois de suite, et et ça lui apporte jamais rien, quoi. Ça n'est pas provoqué par un événement de l'histoire, et ça n'influe pas ensuite sur les événements de l'histoire. Ça n'a aucun putain de sens. On a créé tout ce scénario, on pourrait le couper de l'histoire, on pourrait le couper de la série, ça ne changerait rien au déroulement de la série. C'est extraordinaire. Le truc le plus important que fasse Jean-Luc, c'est que pendant une soirée qui est en célébration de la mission de René,
il va parler à René et lui faire ce qu'on appelle un pep talk en anglais, quoi. C'est un discours pour la motiver, quoi, pour lui dire oh mais vous devriez y aller, l'espace c'est quand même vachement bien, etc. Et tu fais. Et donc justement tu apprends par exemple, et ça je trouve que c'est une insulte par rapport à Jean-Luc Picard, tu apprends qu'en fait si Jean-Luc Picard aime aller dans l'espace, c'est pas parce qu'il a une famille d'explorateurs depuis des années, de génération en génération, qui ont raconté chacun des exploits, qui ont chacun découvert des trucs nouveaux, etc., et ce qui du coup te fait baigner dans le bain de l'aventure, de la découverte, etc., et te donne envie d'y aller. Non, c'est parce que Moment aime bien regarder les étoiles, la nuit, dans sa verrière. Ce que doivent faire des centaines et des centaines de personnes dans le monde, mais c'est ça qui a poussé Jean-Luc à décider de s'engager dans Starfleet, etc. C'est pas du tout sa motivation personnelle. J'en parle vite fait d'ailleurs, parce que je suis en train de penser à ça, mais où est Robert, son grand frère, de 8 ans son aîné, dans toute cette histoire avec sa mère? je sais pas où est-ce qu'il est passé. C'est quand même plutôt le grand frère qui devait s'occuper de la mère quand elle va pas bien, enfin je sais pas. Et que s'il ne crée pas de relation avec les gens, donc le truc qui fait qu'il est isolé du coup maintenant, ce qui est tout à fait faux parce qu'il a toujours été proche des membres de son équipage, il a essayé d'avoir des relations amoureuses, notamment avec une meuf qui s'appelait Vache. Ça ne s'oublie pas quand tu es français et que ton personnage est français quand même, le mec sort avec une meuf qui s'appelle Vache. La raison pour laquelle il a du coup peur de s'engager, etc., c'est parce que il a ce souvenir traumatique de ce qui s'est passé avec sa mère et ce faux souvenir de ce qui s'est passé avec son père. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il se engage jamais véritablement dans une relation. Et je trouve ça insultant parce que c'était beaucoup plus intéressant de se dire qu'en fait, si il aime les gens, il a envie d'être proche d'eux, il a envie de se rapprocher, mais qu'il a peur de ce que sa vie, de ce que ses choix de vie vont leur imposer et risquent de leur faire subir comme problème. Par exemple, mourir en pleine mission, par exemple. Il a tellement de fois été confronté à la mort, il y a même des fois où il est vraiment mort, Jean-Luc, rien que la saison d'avant, il est mort, donc pas avant de revenir à la vie. Donc c'est vrai que tu dis, bah effectivement, quand tu vis un truc comme ça, c'est compliqué de créer une relation, et ça a justement commencé à être abordé par plusieurs personnages qu'il avait rencontrés, avec lesquels il commençait à avoir des relations, où il a commencé à avoir des doutes sur les envoyer en mission ou non. Ça faisait des épisodes de Star Trek qui étaient assez intéressants, et c'était infiniment plus noble d'avoir cette idée du bah oui, j'ai envie de me rapprocher des gens, et je crée des relations, et il y a certaines personnes qui voudraient sortir avec moi, mais juste je peux pas. Il y avait un très bel épisode avec le Dr Crusher justement, où ils sont tous les deux enlevés par deux factions ennemies, enfin par une faction qui est opposée à une autre, sur une planète alien, et on leur fout un truc dans la tête qui relie leur esprit, et du coup ils se mettent à entendre les pensées l'un de l'autre, et ils sont obligés du coup de vivre constamment côte à côte. Si jamais ils se séparent, les trucs leur font mal, et du coup ils tombent dans les pommes ou je sais pas trop quoi, donc ils sont obligés de rester proches et d'entendre vraiment toutes les pensées de l'autre, etc. Et donc t'as tout un épisode où Jean-Luc et Beverly sont en train de se rapprocher à fond, de se dire enfin leur vérité, et justement parmi leur vérité il y a le fait que bah oui, Jean-Luc a toujours voulu sortir avec Beverly, mais s'en était retenu, notamment parce que Beverly était mariée avec le père de Wesley Crusher, et que du coup il allait pas se mettre dans la relation, et puis qu'ensuite par respect pour lui, etc., et puis maintenant par son rôle de capitaine et tout le bordel. Enfin, c'était vachement intéressant comme dilemme moral pour le personnage à explorer, quoi. Ça rendait le personnage vachement plus profond. Bah non, maintenant c'est des daddy issues, et puis un faux souvenir par rapport à sa mère. Ce qui n'a aucun sens, parce qu'au 24e siècle, tu peux garder de mauvais souvenirs d'une période que tu as enregistrée en relief sous tous les angles différents et que tu peux reproduire en holodeck. Comment est-ce que tu peux encore avoir des faux souvenirs avec un monde comme ça, avec des technologies pareilles? Ça n'a aucun putain de sens. Donc, voilà. Autre souci qui revient de la saison 1, du coup, c'est les autres personnages qui avaient été créés en saison 1, qui étaient plutôt cool en saison 1, mais alors en saison 2, du coup, ils ne savaient pas du tout quoi en foutre. Et donc, ils ont tous des chemins qui sont improbables et incohérents. Je crois qu'un des personnages qui m'a le plus marqué, je trouvais ça le plus choquant, c'est le personnage de Raffi et son rapport avec Elnor, le Romulien. Parce qu'en fait, cette saison 2 se déroule quelques temps après la saison 1. Il y a du temps qui a passé, qui s'est déroulé entre les deux. Et il y a énormément des relations entre les personnages de cette saison qui vont dépendre de tout ce qui est resté sous silence entre la saison 1 et la saison 2. Par exemple, Raffi et Elnor se sont énormément rapprochés. Raffi considère presque Elnor comme son fils, et en quelque sorte, elle essaye de faire avec ce fils de substitution ce qu'elle n'a pas pu faire avec son fils à elle, qui est toujours fâché contre elle et qui n'a pas voulu lui reparler dans la saison d'avant. Et tu fais, mais cette relation est beaucoup trop forte pour avoir été présentée entre deux saisons. Vous pouvez pas baser entièrement les dilemmes moraux d'un personnage sur sa relation avec un personnage qui n'a jamais été exploré face caméra. C'est absurde. Il faut qu'on attende l'épisode 5 ou 6 pour avoir un flashback qui nous fasse comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'en veut à ce point par rapport à Elnor. Ça n'a aucun sens. Et pendant tout le début de la saison, c'est « Ah, attention, Elnor, je tiens vachement à toi, ah, dis donc, machin, c'est... » Et je fais « Mais
mais d'où ils sont aussi proches, ces deux-là? Et encore plus, maintenant que j'ai revu la saison 1, où ils échangent à peine un mot dans la saison 1, quoi. Et d'un seul coup, dans la saison 2, c'est mère et fils de substitution, l'un pour l'autre. Tu fais, mais c'est aberrant, l'évolution de scénario qu'il y a eu pour ces personnages-là, enfin, c'est complètement con. Il y a un personnage sur lequel ça aurait pu être un peu plus intéressant, c'est Jurati, qui a vécu beaucoup de choses traumatisantes dans la saison 1, mais aussi qui a vu certains de ses rêves se réaliser. C'est quand même du coup un personnage qui va être pas forcément très bien dans sa tête. Sauf que le thème de cette saison, c'est la solitude. C'est le problème que partagent la plupart des personnages, ils se sentent tous seuls. La leçon que Q veut apprendre à Picard, c'est de s'unir, enfin se rapprocher un peu plus des autres et pouvoir sortir avec la vieille Romulienne qui est devenue son aide à la ferme des Picards, etc. Ça aussi, ça sort un peu de nulle part. Elle avait un mari encore la saison d'avant, maintenant d'un seul coup, son mari est mort et du coup elle se rapproche de Picard. Tu fais, putain, mais le whiplash sur le début de saison, et quand est-ce qu'il va sortir avec le Dr Crusher, du coup, entre-temps, parce que dans un futur qu'on a vu dans TNG, il finit par sortir avec elle, quoi, donc c'est quand même un peu bizarre. Donc c'est aussi le problème avec Raffi, qui va être avec Elnor, enfin qui manipule un peu Elnor pour ne pas se retrouver seul, et c'est le problème avec Jurati, qui se retrouve tellement seule qu'il est possible qu'elle soit tentée de rejoindre les Borg. Puisque donc il y a une Reine Borg dans cette nouvelle saison. Alors il va falloir que je les aborde toutes les deux en même temps parce qu'en fait elles sont liées, parce que donc Jurati devient la nouvelle Reine Borg dans cette histoire parce qu'elle finit par se faire contaminer. Et en fait, j'aurais pu trouver l'histoire intéressante si on avait beaucoup plus axé la question sur le combat entre la vraie personnalité de Jurati et puis la Reine Borg qui essaie d'en prendre le contrôle. Si on avait pu avoir tout un combat mental, etc., etc. Mais c'est pas ça la conclusion sur laquelle il veut venir, c'est que maintenant on a créé les gentils Borg. Parce qu'on avait une Reine Borg, alors d'accord, elle était toute seule, isolée de sa collective, peut-être qu'elle était un petit peu au max de la dépression, mais la Reine Borg a assimilé une personne qui se sent un petit peu seule et qui aurait voulu ne pas être seule. Et du coup, il crée les Borg gentils, qui n'assimilent que ceux qui se sentent seuls et qui voudraient apporter quelque chose à un groupe et une collectivité. Et donc maintenant, on a des gentils Borg dans l'histoire de Star Trek. Et tu fais, mais comment chier à la gueule d'une des races les plus intéressantes de Star Trek, quoi. Les Borg, c'est un truc très compliqué. Beaucoup de gens considèrent que comme on les a beaucoup utilisés, ils ont perdu de leur aura, puisque ça fait plusieurs épisodes où on arrive à les battre. Mais en même temps, Star Trek, c'est le truc. C'était toujours dans une situation dont c'est impossible de te sortir, et tu finis toujours par t'en sortir. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que les gens ont du mal pour ça par rapport aux Borg. Mais alors, si tu veux tuer les Borg, les transformer en gentils, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont gentils, mais ils sont toujours très cons. Parce que toute cette histoire aurait pu être évitée si simplement quand les Borg ont débarqué, donc à l'époque de Picard, Jurati avait pas gardé son putain de masque sur la gueule et qu'elle était arrivée sur le pont du vaisseau en disant voilà, je suis Agnès Jurati, je suis devenue une Borg et je suis gentille et du coup j'ai besoin de votre aide pour régler ce problème. Plutôt que de ne rien dire, d'enfoncer ses tentacules dans tous les trucs pour récupérer des données de façon ultra agressive et qui évidemment te fait passer pour l'ennemi, garder ton visage caché, ce qui empêche quelqu'un qui te connaît de te reconnaître et du coup de pouvoir dire attendez, je connais cette personne, faut que je parle avec elle, etc. Enfin, c'est très particulier, et alors ouais, enfin la Reine Borg convaincue de devenir gentille, comme si c'était la première fois que les Borg avaient assimilé des gens qui voulaient, qui avaient besoin de compagnie, ou qui voulaient devenir gentils, ou un truc dans ce genre-là, enfin c'est pas aussi simple que ça, quoi, la puissance de la collectivité Borg, elle est vachement plus importante que ça, enfin c'est débile d'avoir pris vraiment certains des méchants les plus intéressants de Star Trek et de les avoir transformé en personnage gentil, c'est absurde, quoi. C'est avec les milliards de personnes qui ne voulaient pas se faire assimiler, c'est la meuf qui dit dis donc, si on assimilait les gens pour être sympa avec eux et pour les aider à vivre mieux, etc. Putain, c'est horrible. Et typiquement tout le truc qui entoure la Reine Borg, ça n'a aucun sens dans le scénario. C'est genre, on a besoin donc d'aller dans le passé pour essayer de récupérer le problème qui a été créé par Q. Donc ils vont utiliser un vaisseau pour aller dans le passé. Ils prennent le temps de noter quand même. Oui, enfin ça s'est fait des milliers de fois. Tu fais oui, merci de le rappeler. C'est vrai que Kirk, ils font même allusion à Kirk à certains moments, à son voyage dans le 4e film pour aller sauver les baleines. Admiral, there'll be whales here. Il y a une référence à ça d'ailleurs. Il y a un moment où ils sont dans le bus et ils recroisent le même gars qui était avec sa chaîne IFI super forte dans le 4e film pour lui refaire le même coup de la musique, etc. Et tu vois que c'est le même gars parce qu'il se rappelle bien qu'il y a eu le truc avec Spock, il touche son cou, etc. en se rappelant la pince Vulcaine et tout. Fan service, mais du plus bas niveau possible, quoi. Revenons du coup au truc de la Reine Borg, c'est que donc, il faut qu'on retourne dans le passé, et en fait les calculs seraient trop compliqués pour l'ordinateur de bord, et donc, on branche la Reine Borg au vaisseau pour que la Reine Borg nous permette de voyager dans le temps.
autant tuer une fourmi avec un bazooka, quoi. Enfin, vous vous rendez pas compte de la démesure du truc. C'est depuis quand est-ce qu'il faut une intelligence extraordinaire qu'un vaisseau ne possède pas pour pouvoir calculer un truc qui permet de passer dans un... Enfin, le nombre de calculs extraordinaires qui ont été faits par le vaisseau par l'Enterprise en général depuis des années, c'était rarement Geordi LaForge qui calculait tout ça dans sa tête. Qu'est-ce qu'il fallait comme truc, quoi. Il demandait l'ordinateur de bord, il faisait les calculs, etc. Enfin, c'était même justement dans le 4e film, c'est Spock qui fait ça de tête et avec quelques troubles de mentaux, etc. Et tu peux pas juste demander à ton PC qui a 100 ans de plus qu'à l'époque et qui n'est pas un ordinateur Klingon à la con, qui était beaucoup moins évolué, de calculer comment revenir dans le passé. T'as besoin de brancher la Renborg. Et ce qui est aberrant, c'est que la Renborg coopère. Tu la branches au vaisseau, elle assimile le vaisseau direct. Pourquoi est-ce qu'elle attendrait quoi que ce soit? Il suffit qu'elle assimile le truc 2 secondes, elle peut direct sortir des tentacules un peu partout pour choper Picard, Rios, tout le bordel, tous les piquer, et tous se transformer en Borg. Ça pourrait être réglé en 2 secondes cette histoire. Très mal, mais ça serait réglé en 2 secondes. Et non, elle collabore, parce que du coup, après, on va pouvoir se permettre de la rapprocher d'Agnès Jurati, et puis comme Agnès Jurati se sent seule, et que la reine Borg se sente seule, et on va pouvoir se ramener tous les deux et créer les gentils Borg. Oui, d'ailleurs, le vaisseau des Borg qui ressemble à un vagin maintenant. Et parce que avec la reine Borg et puis Jurati et tout le bordel, faut en faire un symbole bien féminin maintenant, du coup, le truc, quoi. On a également, alors ça c'est beau aussi, c'est Rios, qui n'a donc plus rien à raconter. Tous ses doubles, tout le délire avec sa personnalité séparée en plusieurs doubles, etc. Ça a complètement disparu. Je sais même pas si on revoit un des hologrammes dans ce truc-là, peut-être le médecin vite fait. Il se retrouve donc à aller sur Terre et à se rapprocher d'une Latino. Et il a le scénario le plus absurde parce que donc il vient du futur, il sait très exactement qu'il ne doit pas laisser d'impact sur le passé. Ça a toujours été le dilemme des séries de certains qui se passent dans le passé. Donc il faut éviter ce qu'ils appellent les effets papillons, donc des trucs qui laissent des traces et qui vont modifier le passé de façon conséquente, quoi. Et pour lui, en fait, effacer les effets papillons, c'est ramener quelques badges de communication et quelques phasers et quelques machins qui traînaient par-ci par-là, mais il peut sans aucun problème quitter sa timeline pour aller vivre à notre époque à nous en 2024, parce que il est tombé un peu amoureux de la nana latino qu'il a croisée dans un coin, et elle a un gamin qui n'a aucune personnalité, qui a rien fait d'intéressant dans toute la série ou quoi que ce soit, et apparemment il a envie d'être papa aussi, donc du coup il est resté dans le passé, et donc on fout complètement en l'air la timeline pour juste un petit caprice de la part de Rios, qui disparaît du coup à la fin de cette saison, et qui n'a servi à rien. Enfin dans la série elle-même il a servi à rien, et en plus ils se servent même pas pour faire un commentaire sur lui. Il y a un moment où il se fait arrêter par ICE, donc ICE qui est le truc qui est chargé spécifiquement de l'immigration, qui est devenu beaucoup plus strict depuis que Trump est arrivé au pouvoir, et il se fait donc arrêter, mettre en cage, séparer, etc. Il voit la mère être séparée de son fils dans les trucs de détention, etc. Et le reste de la saison, il n'en reparle plus jamais. C'est pour lui le 2024, mais c'est génial, il y a des vrais cigares, et puis la bouffe elle est cool, et puis machin, et puis les gens ils vivent pour de vrai ici, machin, et donc je vais rester. Oui, et tous les problèmes par rapport aux latinos et tous les machins, des choses qui sont également dénoncées par Guinan, puisque Guinan revient dans cette nouvelle saison. Guinan, donc, qui était la barmaid de Star Trek, qui était la barmaid du 10 Forward, parce que c'était le 10e niveau à l'avant du vaisseau, où était le bar. Donc le 10th level, forward, parce que c'est le devant du vaisseau. Dans cette série, on découvre qu'en fait, elle a déjà eu un bar sur Terre, il y a très longtemps, où d'ailleurs elle avait un look beaucoup plus jeune, alors qu'on a fait un épisode à l'époque de Mark Twain, dans un vieux western à la con au 18e, 19e siècle, dans un épisode de TNG que je déteste d'ailleurs, mais où Guinan avait la même gueule qu'aujourd'hui, quoi. Alors que là, d'un seul coup, non, c'est une jeune actrice qui joue Guinan, et puis d'ailleurs, elle a vieilli aussi dans notre époque à nous, parce que, bon, évidemment, ils ont tous vieilli, mais c'est un petit rajeunissement de visage, ça pourrait passer, mais pourquoi est-ce qu'il serait plus jeune à une époque qui est après ce qu'on a déjà visité de son histoire? Enfin, c'est complètement absurde. En plus, on vient d'établir qu'elle contrôle son âge, Guinan. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, elle change de tête à certains moments, etc. Limite, faites-la toujours vieille, au lieu de la rajeunir comme ça d'un coup. Enfin, je sais pas, c'est complètement con. Et à notre époque, en 2024, elle a un bar qui est le numéro 10 de la rue Forward. Et donc, ça s'appelle aussi 10 Forward. Et tu fais... Ah oui, donc en fait, tous tes bars s'appellent 10 Forward, juste parce qu'ils sont parfaitement localisés là où t'as envie qu'ils soient, etc. Enfin, c'est complètement absurde comme truc. Et donc, elle est déjà sur Terre à cette époque-là, mais elle subit du racisme et la mise au banc de la société, et du coup, elle a envie de se barrer pour aller ailleurs, etc. Et tu fais, quand t'as visité le western, t'étais beaucoup mieux traitée en tant que femme noire, avec une robe afro-frou, avec le gros cul bouffon et tout le bordel. Enfin, c'est tellement bizarre comme truc. A long time ago,
My people and the denizens of the Q Continuum struck a truce. The truce was made over a bottle. This one. You mean the moment itself is still inside? Find the right chord and pluck it back. And you can get the attention of the player. In our case, our friendly neighborhood Q. It didn't work. Et donc pour terminer sur les personnages, il y a Elnor du coup qui lui n'a pas de truc qui fait qu'il se sent seul. Donc on sait pas quoi en faire, donc on va le buter pour la moitié de la saison, puis on le fera revenir à la fin, au cas où, comme ça, si jamais les personnages, les spectateurs l'aiment bien, mais là de base comme ça, on va le buter parce qu'on sait pas quoi raconter avec lui. Et puis on a Seven of Nine, qui elle aussi du coup se sent extrêmement seule parce que c'est en train de préparer sa relation lesbienne avec Raffi. Ça c'est sorti d'absolument nulle part du coup, Seven of Nine qui est lesbienne et qui sort avec Raffi. Enfin, elles étaient pas particulièrement proches dans la saison d'avant non plus, elles ont quasi jamais partagé une scène quoi que ce soit, mais c'est... Enfin, Raffi et Seven of Nine c'était évident, fallait le faire quoi. Et alors le truc qui m'a scandalisé pour Seven of Nine, c'est que on t'apprend que quand elle est revenue avec l'équipage de Voyager, elle a essayé de rentrer dans Starfleet, et Starfleet n'a pas voulu d'elle. I tried. After Voyager. Starfleet shut me down because You were Borg? Parce que racisme contre les Borg et tout le bordel, ce qui déjà en soi est un problème, mais c'est censé être plus ou moins canon du coup dans ce qu'ils ont raconté. En vérité, ça l'est pas du tout, mais comment est-ce que Starfleet pourrait devenir aussi intégriste et raciste? Enfin, c'est quand même absolument dingue. T'as une Borg qui a été déconvertie. Ça fait 4 ans qu'elle est avec l'équipage de Voyager et qu'elle a pas eu de problème. Peut-être vite fait au début, c'est l'acclimatation. Mais justement, elle devrait être un cas d'étude pour comment est-ce qu'on peut essayer de sortir les Borg de leur truc, quoi. D'ailleurs, dans la saison 1, il y a beaucoup de trucs sur la déconversion de Borg. Et tu te dis que ça doit probablement venir un petit peu des études qui ont été faites autour de Seven of Nine, quoi. Et un peu de Hugh aussi, bien sûr. Hugh, c'était cool de le revoir aussi, c'était pas mal. Ça n'a aucun sens en plus quand tu mets ça en parallèle avec le fait que dans la saison 1, Icheb était dans Starfleet, donc clairement ils étaient pas si racistes que ça finalement par rapport aux Borg. Mais tu te dis, déjà c'est pas raccord avec ce qu'est Star Trek. Mais est-ce que vous vous rendez compte du coup de ce que ça veut dire en termes narratifs dans la globalité de Star Trek? On a regardé Seven regagner son humanité pendant 4 saisons. Il me semble, il y a 7 saisons de Voyager et elle est arrivée après la saison 3, donc c'est... Il me semble qu'on a passé 4 saisons à voir Seven of Nine devoir réapprendre à devenir humaine et apprendre en plus à respecter les codes de Starfleet, tout particulièrement, quoi, qui sont particulièrement durs à respecter pour quelqu'un qui vient de la collective Borg. Et donc tout ça, c'était pour rien en fait. C'est ça qui est terrible. En une seule phrase, juste avec ce passage-là, vous avez détruit les 4 saisons de Voyager. Tout ce build-up sur le personnage de Seven of Nine, ça n'a servi à rien, parce qu'au final, quand elle est débarquée chez Starfleet, Starfleet a dit « Ah, vous êtes une ancienne Borg, on va certainement pas vous engager », et l'a virée. C'est quand même dingue. Alors que justement, dans la saison d'avant, on laissait un peu plus entendre presque que c'était elle qui avait envie de se maintenir un peu à l'écart de tout le monde, plutôt que d'avoir été rejetée. Mais là donc maintenant, non, elle a été rejetée, finalement, elle a même pas eu le choix au final, et ça n'a aucun sens par rapport à ce qui est censé être Star Trek, quoi. Enfin, c'est la décision même d'avoir essayé de récupérer Seven of Nine pour en faire une officière de Starfleet, c'est à 200% ce qui fait l'univers de Star Trek et ce qui fait l'espoir qu'on vit dans Star Trek, quoi. Et maintenant, tout ça, ça a disparu. Et tu te dis, Jurati aussi, qui vit toute seule, complètement isolée, etc. On n'a toujours pas vaincu la solitude à cette époque-là, avec les hologrammes, avec les machins dans ce genre-là, on peut toujours pas retrouver un moyen de sauver la solitude. Je veux dire, enfin, on a eu quelques personnages qui étaient pas bien dans leur tête, ils arrivaient quand même à trouver des moyens de s'en sortir, autre que se faire assimiler par les Borg. C'est particulier quand même. Et en plus, Seven, sa progression, elle est nulle, parce que au départ, elle a donc encore ses implants, donc elle a son truc autour de l'œil, et puis son truc autour de la main, et puis la petite étoile là autour de la tempe. Elle les perd parce que dans ce nouveau passé qu'on explore, du coup elle a jamais rencontré les Borg et donc elle a jamais eu d'implant et donc elle revient dans ce passé sans implant, etc., etc. Et tu sens qu'on essaye de faire ressortir un peu son trauma d'avant, mais un trauma qu'elle avait déjà réglé dans la saison précédente avec la connexion au cube et tout le bordel, quoi. Et du coup sa conclusion ici c'est quoi? Ça pourrait être un truc neuf.
Ben, sa conclusion, c'est que pour sauver sa vie, la reine Borg lui refout des implants, et exactement les implants qu'il lui laissait après sa détransition des Borg, et elle lui remet exactement les mêmes implants, son implant de l'œil, son implant sur le côté de la tempe, et puis ses doigts, enfin son petit gant bizarre sur les doigts, etc. Et tu fais, c'est bizarre quand même, t'as des blessures qui sont complètement différentes d'avant, on te connecte au Borg pour une autre raison, mais on te remet exactement les mêmes implants que t'avais avant. Bah, du coup, on retourne à la case départ, quoi. Du coup, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'évolution. Et oui, elle finit la saison en disant, bah oui, finalement, mon traumatisme chez les Borg, je l'accepte, etc. Et puis, je combats ma solitude en sortant avec Raffi, tout le bordel. Oui, d'accord, très bien, mais du coup, c'était déjà fait dans la saison d'avant. T'aurais plus dû la faire sortir avec Raffi dans cette saison-là, et ça aurait pu être amené plus naturellement dans l'histoire, par exemple. Ça aurait été pas mal comme changement. Et puis on a le retour de l'actrice qui jouait la fille de Data, du coup, dans la saison précédente. Donc, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas spoilé la saison d'avant, mais donc dans la saison d'avant, on a découvert que à partir d'une des cellules du cerveau positronique de Data, récupérée sans doute quelque part dans la carcasse des vaisseaux qui s'étaient entrechoqués entre eux, on a pu créer deux androïdes qui étaient donc Daj et Sochi, ou Soji, je crois, qui étaient donc quasi les enfants de Data. Le truc, c'est que dans cette saison, on sait pas trop quoi leur faire. Donc on a fait revenir Brent Spiner pour qu'il nous joue un nouveau Soong. Donc la famille des Soong, c'est ceux qui ont créé Khan par exemple, et qui ont créé Data aussi, parce qu'ils essayaient de faire évoluer l'humanité, etc. Et tous les Soong sont toujours joués par Brent Spiner, donc ils ont toujours la même gueule. Donc du coup, il revient encore faire un des anciens Soong dans le truc, et sa fille est jouée par la nana qui jouait du coup Sochi dans la saison précédente. Mais elle n'a rien à raconter, il y a rien d'intéressant pour elle, c'est vraiment, on l'a mis là parce que elle est sous contrat pour Star Trek Picard et qu'il faut qu'on la mette quelque part, mais on ne savait pas quoi faire avec elle. Donc c'est une des filles clonées du Dr. Soong, qu'il a clonée pour essayer de développer un remède à une maladie génétique qu'elle avait, ce qui le mènera ensuite à faire les expériences génétiques qui mèneront à Khan. Elle a exactement l'histoire de la saison 1 à raconter, c'est-à-dire découvrir qu'en fait elle n'est pas un modèle unique, découvrir que sa vie est un mensonge. C'est vraiment exactement le même scénario que dans le truc d'avant, où elle s'est rendu compte du coup que sa vie avait été créée parce que c'était un être artificiel entièrement, etc. Et qu'en fait, il y en avait plusieurs modèles d'elle, etc. partout dans l'univers. Et donc, c'est exactement la même histoire ici. Et une fois qu'on arrive à la conclusion de ce truc-là, du coup, on sait pas trop quoi faire du personnage pour lui faire une fin quelconque. Donc, on fait quoi? On fait revenir Wesley Crusher. On a fait faire un caméo de Will Wheaton, tourné dans le parking à côté du studio, c'est évident, en fait, il devait y avoir un petit buisson à côté du parking de le studio, et c'est là qu'ils ont été tourner le truc, le décor est le plus lambda du monde. Tu sens qu'ils ont appelé Will Wheaton la veille, et qu'il connaît pas son texte parce qu'il joue comme une patate. Mais vraiment, il joue mal, mais je l'ai jamais vu aussi mal jouer. A long time ago, I was known as Wesley Crusher. But now, I am a traveler of all of space and time. Pourtant, il sait quand même pas trop mal jouer, généralement, Will Wheaton. Et il débarque donc en tant que voyageur temporel, donc c'est ce qu'il était devenu dans TNG, il fait partie d'un groupe d'individus très particuliers qui vivent le temps et l'espace de façon un peu différente. Et il vient pour recruter cette nana-là, donc l'actrice qui était enfin pas l'actrice, mais le personnage qui est joué par l'actrice qui était dans la saison 1, en lui disant, en fait, tu vas devenir un des gardiens du temps avec moi parce que tu as un énorme potentiel, etc. Et tu fais, mais d'où, pourquoi, à aucun moment, pas une microseconde de cette saison, on a laissé sous-entendre que cette meuf était particulièrement brillante, particulièrement instinctive, particulièrement douée dans un domaine qui soit lié aux mathématiques, au temps, enfin, à quoi que ce soit, quoi. Elle n'a fait preuve d'aucun talent particulier. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, t'as Wesley Crusher qui débarquerait pour lui dire, vous êtes très intelligente et vous allez être utile pour le futur, etc., et vous allez pouvoir voyager dans le temps, venez avec nous, etc. Il lui a fallu 4 ou 5 saisons avant d'être recrutée à Wesley Crusher, quand même. Merde! Et elle, pendant une saison entière, elle a rien foutu, on sait pas pourquoi elle est là, et d'un seul coup, t'as Will Wheaton qui débarque, vous êtes très utile et importante pour l'humanité, venez avec moi, etc. What the fucking fuck? Ça n'a aucun putain de sens. Et puis alors, Q, pour y revenir, parce que c'est lui qui, du coup, lance cette mission pour essayer de réparer l'ego blessé de Picard, etc., etc. Lui aussi, quelque part, doit se sentir seul, il approche de la mort, et je pense que du coup, il doit faire... l'idée qu'ils avaient dans le truc, c'est que ça lui fait repenser aux personnes dont il était proche dans sa vie, et du coup, il pense à Jean-Luc Picard, et du coup, il a envie de lui faire un cadeau. Mais alors, le cadeau, il est extraordinaire. Alors, c'est vrai que Q est spécialiste de te faire un cadeau d'une façon qui est particulièrement violente
et potentiellement destructrice. La première rencontre avec les Borg, par exemple, c'était lui, et il y a je crois qu'il y avait 18 membres de l'équipage qui avaient été morts, convertis par les Borg, etc. Et il les a pas ramenés à la vie d'un claquement de doigts ou quoi que ce soit, quoi. C'était vraiment, non, je vais vous apprendre une leçon, vous allez découvrir que vous pouvez pas explorer l'univers comme ça, en cadre, etc. Je suis au-dessus et je vous regarde, etc. À la fin, du coup, de cette saison, t'as quand même Jean-Luc qui lui fait une grande embrassade et qu'il le prend dans ses bras en mode, ah, t'es mon super pote, etc. Tu fais, mec, il a littéralement demandé à Sung de te rouler dessus avec une bagnole, ou en tout cas de rouler sur une de tes ancêtres. Il a vraiment failli te tuer plusieurs fois d'affilée, etc. À la limite, un peu de reconnaissance, mais la grande embrassade et t'es un pote, etc., c'était quand même un tout petit peu beaucoup, non? Je dirais que le gros souci, le méga souci principal en plus de cette saison, plus encore que de celle d'avant, c'est que non seulement cette histoire est pourrie, n'a aucun sens, se chie sur tous les personnages, crée des relations qui sortent de nulle part, etc., etc., mais en plus, c'est incroyablement mal raconté, et notamment, c'est extrêmement lent. Il y a des épisodes qui servent uniquement à ralentir l'histoire. À la fin de l'épisode 7, on est avec Jean-Luc et Guinan dans son bar. D'un seul coup, t'as un agent du FBI qui débarque. Jamais préparé où que ce soit dans la série, et ne servira jamais ensuite. Pour cette fin d'épisode, il débarque. Il arrête Jean-Luc et Guinan parce qu'il a vu sur une caméra de sécurité Jean-Luc arriver avec son téléporteur, et du coup il veut lui poser des questions parce que dans son enfance, il a vu des extraterrestres, et du coup maintenant il est un peu traumatisé, et du coup il fait sans doute le solitaire, parce que la solitude est le grand thème de la saison. Et pendant tout l'épisode 8, il enferme Guinan et Patrick dans un KGB, où il est en train de les interroger, et à la fin de l'épisode, il les libère, parce que Jean-Luc lui explique ce qui s'était passé dans son enfance, exactement, et le mec disparaît, et il reviendra plus jamais. Il y a eu un épisode entier qui n'a servi que à ralentir les personnages, et où est-ce qu'il termine à la fin de l'épisode 8? Là où ils étaient à la fin de l'épisode 7! Aux mêmes places! Dans le même décor! La même lumière! C'est incroyable! Tu vois vraiment le truc et tu fais, mais en fait, il devait pas y avoir d'épisode entre ces deux trucs-là, vous vous êtes retrouvé à la fin avec pas assez d'épisodes, et vous vous êtes dit, bon, on va rajouter un truc entre deux épisodes, et on va faire ce truc-là, quoi. Mais c'est aberrant. Les épisodes mettent 3 plombs à mettre en place le moindre truc. Il faut qu'on arrive à l'épisode 6 ou 7 avant qu'on nous explique exactement ce que fait René dans le passé et ce qu'il faut sauvegarder pour que l'histoire continue à se produire ensuite, quoi. Enfin, c'est hallucinant. La plupart des personnages dans la plupart des épisodes ne font rien, si ce n'est vite fait marcher dans la rue ou un truc dans ce genre-là, quoi. Il y a toute un épisode entier, je crois, où Raffi et Seven sont en train de chercher Jurati, qui donc s'est fait contaminer par la reine Borg. Au détour d'une rue, elle tourne la tête, elle voit un parking avec des bagnoles, et il y a Jurati qui est là, en train de bouffer des batteries, parce qu'apparemment, il faut bouffer du lithium-ion pour avoir des nanoprobes, enfin, pour pouvoir créer des nanomachines de reine Borg et pouvoir contaminer des gens, etc. C'est un peu absurde, et d'ailleurs ça aussi niveau continuité, truc dans le passé, etc. Enfin, il y a tout un groupe d'un seul coup qui a été contaminé par des Borg qui ont disparu totalement de la vie, et ça va peut-être changer quelque chose quand même, non, au futur. Enfin, il y a quelque chose d'un peu particulier. Dans la cave de Jean-Luc, maintenant, il y a des Borg mélangés au mur. Comment ça se fait qu'il a jamais vu ce truc-là? En plus, ils te font ce truc absurde de te dire que, en gros, ce qui se passe là dans le passé aurait dû arriver parce qu'il y a des impacts de balles dans Château Picard, et ces impacts de balles ont été provoqués par les Borg de ce film-là. Donc du coup, c'est lié, ça devait avoir lieu en fait toute cette histoire-là, et tu fais putain, mais ça n'a aucun sens. J'ai rarement vu une histoire aussi mal gérée, son rapport avec le passé. Si vous allez faire n'importe quoi avec le passé, dites pas clairement que vous voulez éviter les effets papillons et les trucs dans ce genre-là. Enfin bon, bref. Il y a un passage du texte qui prouve à 200% qu'ils comprennent pas leur truc. Il y a un moment où t'as la reine qui dit à Jurati, justement, tu comprends pas comment ça se passe, les trucs dans le voyage dans le temps, etc. Je me ferai pas décimer tous mes drones Borg, etc. Et je me ferai pas exécuter comme c'était prévu et comme ce dont quoi vous m'avez sauvé, parce que maintenant je suis prévenu, je sais qu'ils vont venir, et du coup je vais pouvoir me défendre. Et tu fais, mais bande de débiles, si elle prend le pouvoir maintenant sur la Terre en 2024, jamais elle se fera pourchasser dans la galaxie et buter tous ces drones et se retrouver toute seule, puisque du coup elle va assimiler l'humanité. Donc la meuf qui est en train de t'expliquer que t'as pas compris comment changer le passé et le futur fonctionnait, et elle-même ne comprend pas comment changer le passé et le futur fonctionne. Elle s'imagine qu'elle va devoir faire face au même problème où elle se fait attaquer par les humains en partant de l'humanité où elle assimile tous les humains. C'est toi qui es conne, ma pauvre meuf. Et c'est ce qui prouve que les auteurs sont nullissimes, quoi, dans cette histoire. Le problème principal, c'est que c'est très lent. C'est incroyablement lent, c'est incroyablement mou, et la plupart du temps, quand tu vois un truc, tu sais pas exactement pourquoi est-ce que tu le vois. Le passage, vite fait, là, dans le mi-passé,
qui est à mi-chemin entre la période de Picard et notre époque à nous, avec la dictature et tout le bordel, enfin, t'aurais complètement pu passer à côté de ce truc-là, quoi. Ça ne servait à rien, ça n'avait aucun intérêt dans l'histoire. C'était totalement inutile. Donc, c'est extrêmement mal raconté, quoi. C'est les personnages évoluent n'importe comment, le récit évolue n'importe comment, enfin c'est absolument dingue. Et le pire du pire du pire du pire du pire, c'est qu'avec tous ces problèmes et avec ce rythme, les conclusions sont à chier. La conclusion de l'histoire des Borg, comme dont je vous ai déjà parlé, c'est à la fin de l'avant-dernier épisode, Jurati décolle avec la reine Borg et un vaisseau. Déjà, enfin c'est un peu aberrant comme truc. Construis-toi un vaisseau avec des trucs pris sur place, t'es pas obligé de les priver eux de leur vaisseau. D'ailleurs, enfin, rien que ça, c'est aberrant, quoi. La meuf qui te dit « Non, je suis une gentille reine Borg maintenant, donc si vous me laissez votre vaisseau et si vous me laissez partir, eh ben je vous laisserai tranquille, etc. » Tu fais. Et vous lui faites confiance. Vous faites confiance à la reine Borg qui vient d'assimiler Jurati sans lui demander son avis ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, elle pourrait vous raconter n'importe quoi. Pourquoi est-ce que vous la croyez sur parole? C'est une reine Borg, putain de merde! Puis du coup, comme elle part avec le vaisseau, tu te dis, bon, bah, du coup, ça va être super compliqué pour eux de retourner dans l'époque. Non, c'est super facile. T'as Q qui débarque et c'est bon, c'est réglé et tout le bordel. Et tu fais, mais du coup, il y a plus aucun enjeu, il y a plus rien de particulier. La fameuse mission Europa qui devait essayer de faire en sorte qu'elle se déroule. Il y a 3 drones à détruire pour que la mission ait lieu. Et c'est tout, tu vois, la scène se fait en 5 minutes et t'as eu 9 putains d'épisodes avant d'en arriver là, et en 5 minutes, c'est réglé. Et tu fais, mais si c'était pour faire ça, réglez l'histoire plus tôt dans le truc, et ensuite faites un nouveau retournement qui fait que vous devez rester, genre, réglez l'histoire avec René au bout de 3 ou 4 épisodes, et après le 3e ou 4e épisode, vous faites la reine Borg qui d'un seul coup décide d'attaquer tout un truc, quoi. Enfin, vous pouvez pas juste faire traîner tous les trucs pendant 9 saisons, puis d'un seul coup, réglé en 5 minutes, réglé en 5 minutes, réglé en 5 minutes. Enfin, c'est débile, enfin, c'est le truc le moins satisfaisant possible, quoi. Et tous les personnages paraissent d'autant plus nuls que le récit n'avance jamais grâce à ce qu'ils font. J'ai reproché un peu la même chose à Moonlight, d'ailleurs, la semaine dernière, mais c'est un peu la même chose, quoi. C'est qu'en fait, il y a un personnage qui connaît le futur, et qui, du coup, leur dit ce qu'ils doivent faire. Mais sinon, ils sont incapables de trouver ce qu'ils doivent faire. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Ils débarquent, c'est la reine Borg qui leur dit « Ah, il y a un événement Nexus ici, ou je sais pas trop quoi, qu'il faut régler, sinon il y aura un souci. » Et puis ensuite, c'est Q qui leur dit « Bah moi je connais le futur, et puis machin. » Et puis ensuite, c'est la nana romulienne, là, pareil, j'en ai pas parlé de celle-là, mais la nana romulienne qui a exactement la même gueule que la nana qui est avec lui dans la ferme, mais tu sais pas pourquoi, sans aucune raison. Encore une fois, juste parce que le casting était là, on sait pas quoi en foutre. Elle débarque, elle connaît le futur, et donc elle va dire, bon bah, il y a cette mission-là qui doit être réalisée, il faut qu'il y ait tel truc, etc. Et puis ensuite c'est Q, et puis ensuite machin. C'est jamais, ils sont capables de trouver quelque chose par eux-mêmes, en fait. Jamais un indice ne les mène à un autre indice. C'est toujours, non, on arrive là, puis faut qu'on fasse quoi? On va essayer de trouver quelqu'un qui va nous dire quoi faire. Non mais c'est une catastrophe. Je suis persuadé, intimement convaincu, que c'est la pire saison, la pire chose Star Trek qui a été créée au monde. Vraiment, j'ai rarement vu un truc aussi mal écrit et aussi nul. C'est conceptuel presque. Enfin, on atteint un nouveau niveau de conscience. Tu découvres une nouvelle réalité, un nouveau monde. C'est aberrant, c'est tellement aberrant. Bon, et vous savez quoi, on va faire un pot pourri de tout un tas de critiques que j'ai à faire, mais qui sont dans le désordre et je sais pas où les ranger exactement. Donc, je vais juste toutes vous les citer, de tout ce que j'ai noté. Il y a un truc bizarre dans le générique. Le générique inclut des bruitages. C'est très très rare qu'un générique inclue des bruitages de la série dans le générique. Et là, notamment, il y a le bruit du vaisseau Borg qui débarque et tout, et tu fais, c'est bizarre, enfin, je sais pas, c'est maladroit, je trouve. Il y a un truc qui est particulier. Attends, je viens de relire un truc 4 fois de suite pour être sûr que je l'avais bien lu. Il y a un moment où quelqu'un ose dire à Picard qu'il n'avait jamais risqué sa peau, ou jamais risqué plus que sa peau. The only things you've ever put out there to break were your bones. And the only thing you ever risked losing was your life. En mode, tu n'as pas risqué ta sensibilité mentale. There are 4 lights! Putain de merde! Vous faites des références à Star Trek tout le temps, vous vous souvenez pas de There are 4 lights? Tout l'épisode où Jean-Luc se fait torturer mentalement, psychologiquement par un cardassien qui essaye de lui faire dire qu'il y a 5 spots alors qu'il n'y en a que 4. Et c'est la grande réplique de la fin de l'épisode, c'est après des jours et des jours de torture, d'humiliation, Picard qui se lève et qui fait « There are 4 lights !»
C'était incroyable cette scène, et vous avez oublié ça, vous osez dire que Picard a jamais vraiment risqué ni sa vie, ni son état psychique. Le moment où il est resté en suspension dans une réalité virtuelle de 80 ans, qui en fait s'est passé pendant 20 minutes, qui lui a expliqué une ancienne civilisation, qu'il a vu vivre, naître, mourir, et tout le bordel. Il a jamais risqué son... Allez vous faire enculer, putain de merde. Il y a un truc qui est génial dans le futur despotique. Ils ont créé le Eradication Day, donc le jour de l'éradication. C'est genre, tous les ans, ils ont une espèce à éradiquer, en fait. C'est ça le truc, faut quand même que le truc Eradication Day, ça veut dire que ça revient régulièrement, donc c'est tous les ans, vous exterminez une espèce complète de l'espace, ou un truc genre là, c'est quoi ce délire? Pareil, dans la mauvaise écriture, c'est quand même génial que quand ils arrivent dans certains passés, ils soient tous à des postes très importants, ce qui leur permet d'avoir toutes les informations qu'ils veulent, et puis de pouvoir aller dans les trucs qu'ils veulent, et manipuler les gens qu'ils veulent, etc. C'est pratique, quand même. Ne serait-ce que le fait que Picard soit un despote maintenant, tu fais, mais d'où un Picard devient despote? C'est quoi ce délire? Oui, ça c'est génial aussi dans le genre personnage complètement con. C'est, t'as Rios, donc, qui débarque, dans l'hôpital de la nana, et les flics commencent à faire venir chier la meuf dans sa clinique. Et Rios débarque près de la meuf et lui fait « Attendez, laissez, je vais gérer. Moi qui viens de 2 siècles plus tard, qui n'ai aucune idée de quel est le problème avec les personnes qui sont là, je vais mieux gérer le truc que toi, qui est dans cette époque, depuis toute ta vie, et qui sait donc très bien comment gérer les flics. T'as probablement déjà dû gérer des flics qui venaient dans ta clinique spécialement faite pour... immigrés qui n'ont pas de papier et trucs dans le genre là, c'était évident qu'ils allaient venir. Pourquoi est-ce que Rios décide de se mettre dans ce moment-là? C'est juste pour créer un événement à la con qui va permettre de faire ce que les auteurs veulent dans leur script. C'est-à-dire, par exemple, laisser un communicateur derrière, se faire arrêter pour arriver à Ice et tout le bordel. Et pourtant, ils en font rien de Ice, hein. Mais c'est uniquement pour ça, quoi. Sinon, ça n'a aucune raison d'être là. Et c'est vraiment, c'est mauvais, c'est mal écrit de A à Z, quoi. Pareil, ils ont toujours des problèmes de télécommunicateurs, comment on appelle ça, du coup, en français? Le petit ordinateur de bord qui leur permet de scanner les trucs, etc. C'est jamais assez précis, ça permet jamais de détecter les formes de vie exactement comme tu veux, etc. Tu fais, putain de merde, vous pouvez scanner depuis un vaisseau dans le truc, enfin, d'accord, le truc est plus petit, celui que vous avez de poche, mais enfin, dans Star Trek, ça a toujours permis aux gens de se diriger, de voir des trucs à des kilomètres plus loin, quoi. À la limite, dit qu'il y a une interférence. Dit qu'il y a une interférence avec les ondes 4G ou 5G ou un truc dans ce genre-là, c'est pile poil une fréquence qui va pas et qui correspond pas au communicateur ou je sais pas trop quoi, mais dites pas que, ah bah non, c'est pas assez puissant pour qu'on regarde le truc. Vous venez du 24e siècle. Si au 24e siècle, vous avez pas un gadget qui vous permet de trouver des gens plus facilement que des gens de notre époque à nous, enfin, il y a un problème quand même, merde. Il y a un moment où ils doivent rentrer dans un gala, et la technologie d'une nana qui est dans une agence temporelle, quoi, une agence qui vient du futur presque, et qui a des moyens de se téléporter complètement différents de Starfleet et de la Fédération et d'autres races extraterrestres qu'on a rencontrées, etc. Cette meuf-là n'est pas capable de créer de fausses identités pour rentrer dans une soirée en 2024. On est capable aujourd'hui de hacker des trucs et de s'intégrer là, aujourd'hui, en 2022, quoi. Pourquoi est-ce qu'en 2024, quelqu'un qui a une technologie du futur n'est pas capable de créer des fausses identités pour quelqu'un qui doit rentrer dans une soirée? Enfin, c'est aberrant. C'est pas possible d'écrire un truc aussi mal. D'ailleurs, cette même meuf a un truc qui lui permet de changer son visage pour se faire passer pour n'importe qui. À la base, ça s'en sert juste pour cacher ses oreilles. Mais à la fin de la saison, tu découvres qu'en fait, ça peut changer son visage entier. Tu fais, bah, vous devez rentrer dans une soirée. C'est une mission impossible, quoi, merde. Vous avez juste à créer le visage. C'est complètement con. T'as toute une scène dans cette soirée où t'as la reine Borg qui doit faire diversion. Enfin, la reine Borg dans Jurati, se faisant passer pour Jurati. Et comment est-ce qu'elle fait diversion? Elle fait un numéro musical devant tout le monde. C'était absurde. Le truc, c'est, la meuf décide d'un coup de faire une chanson, les lumières s'éteignent entièrement, il y a une poursuite, donc le gros projecteur qui est fait pour envoyer un gros cône de lumière sur la personne qui est sur la scène, qui s'allume, qui est déjà branché sur elle, genre tout le monde sait déjà ce qu'elle veut faire, l'orchestre connaît la musique de la chanson qu'elle veut chanter, et tu fais, mais la scène est absurde. Et puis enfin, ça se termine sur cette scène horrible où t'as Guinan qui se transforme en Star Trek Wiki, et qui te sort, bon ben voilà ce que sont devenus ces personnages, et puis ce personnage, et puis tel machin, par rapport à tout le coup avec Rios, quoi. Tu fais, enfin, c'est vraiment l'écriture la plus mauvaise qui soit, quoi. Bon, voilà. Je suis très déçu, parce que je vous dis, la saison 1 de Star Trek Picard, j'avais quelques défauts à lui reprocher, mais qui rentrait dans la globalité de ce nouveau style de Star Trek qui a été créé par Bad Robot, notamment, la société de J.J. Abrams, par Alex Kurtzman, par Akiva Goldsman et tout le bordel. Et du coup, je m'attendais, enfin j'espérais au moins avoir du progrès dans la saison 2, mais en fait ça a régressé en saison 2 et c'est catastrophique. Et du coup, ils viennent d'annoncer une saison 3
avec le retour de tous les membres du casting original de TNG. LeVar Burton, Marina Sirtis, Brent Spiner qui revient encore une fois, je sais pas s'il jouera Data ou un nouveau frère de Data ou un truc dans ce genre-là, ou une projection de Data, mais apparemment il est là aussi. Enfin, il y a tout le monde qui revient, je devrais être ultra enjoué de voir tout l'équipage de TNG revenir. Mais avec la qualité d'écriture qu'on a eue dans Star Trek Picard jusque-là, tout ce que je peux faire, c'est le geste que notre maître à tous sait faire. C'est tout. Tu ne peux pas faire autre chose qu'un facepalm en voyant ce truc-là, quoi. Tu dis, vous allez faire revenir tous nos personnages favoris dans cette série de merde. Et ce qui est dingue, c'est que tu regardes la saison 1, mais le passage avec Riker et Diana, mais il est extraordinaire. J'ai la chair de poule. C'est incroyable parce que c'est émotionnellement très fort et c'est ultra bien écrit en même temps, en fait. Comme du coup, tous les personnages sont poursuivis par un traumatisme en saison 1, Riker et Diana sont eux-mêmes poursuivis par un traumatisme, qui est donc la mort d'un de leurs enfants, qui est lié au récit de Star Trek Picard parce qu'il est mort parce qu'une technologie liée aux androïdes n'existait plus parce qu'elle était bannie et donc du coup ils pouvaient pas avoir le remède pour soigner leur enfant, donc c'est complètement lié au truc, ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'ensuite Riker revient à la fin de la saison 1, parce que du coup c'est évidemment ça le marque, quoi, il se sent concerné par ce qui se passe ici. Donc c'était vraiment super bien géré leur retour dans la saison 1 et bah maintenant avec ce qui s'est passé en saison 2, j'ai extrêmement peur de les voir revenir dans la saison 3, quoi, parce que j'ai l'impression que ça a été très très mal géré, quoi. Mais vraiment chaque mimique qu'ils ont dans cet épisode est parfaite, quoi. Tu retrouves complètement Riker, tu comprends ce qu'il y a dans sa tête, tu comprends leur raisonnement, et l'alchimie marche extrêmement bien entre eux dès le début, quoi. Donc c'était super satisfaisant de les voir revenir dans la saison 1, et maintenant en saison 3, bah, je devrais être encore plus enjoué, et je suis ultra craintif. Je pense que ça va être... ça risque d'être catastrophique, la saison 3. S'il n'y a pas d'amélioration par rapport à la saison 2, parce que je crois qu'en plus, ils ont écrit la saison 2 et 3 en même temps, et ils ont tourné à la suite. Donc, ils ont même pas eu le temps de reprendre leurs erreurs sur la saison 2. Enfin bon, bref, ça va être un carnage. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette saison 3. Voilà, je suis navré en plus pour le micro s'est barré pendant un petit moment du vlog. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, que le son était encore pas trop mal. Mais il fallait vraiment que je fasse ce petit retour sur Picard, parce que comme vous pouvez le voir, j'avais un poids sur le cœur, j'avais des choses à dire. Et c'est vraiment... Cette saison 2 de Picard est la pire chose que j'ai jamais vue du Star Trek. Et paradoxalement, la saison 1 de Picard était une des meilleures choses que j'avais vues, avec quelques défauts, mais c'était une des meilleures choses que j'avais vues, donc vraiment capable du meilleur comme du pire, et en saison 3, je ne sais pas du tout ce qui peut venir. On verra bien, du coup. Voilà, c'en est tout pour ce vlog. On va se quitter maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films ou des séries. Longue vie et prospérité. Ciao.